Il y a encore quelques personnes qui se joignent à nous, mais on va commencer dans quelques secondes, peut-être une minute. Juste bienvenue à toutes. Bonjour. Bonjour, bon dîner. Je vois qu'il y en a qui sont assises à la table en train de se préparer. Diane Baudouin de... Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être quand même... On est une belle gang. On est 90 aujourd'hui pour ce dîner causerie. Je continue à admettre des personnes. Je suis contente qu'on soit autant. On va commencer tout de suite parce que ça va vite lors du dîner. Donc, bienvenue au dîner causerie, la transition socio-écologique, un enjeu féministe. Moi, je m'appelle Charlotte, je travaille à l'Aire des centres de femmes du Québec. Puis aujourd'hui, je vais co-animer la rencontre avec Gabrielle de Mère au front. Allô. Oui, allô Gabrielle. Donc, tout d'abord, j'aimerais reconnaître en fait que je suis sur un territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé. J'aimerais reconnaître la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je vis et je travaille. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, puis aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. Québec, le territoire du Québec où nous menons nos activités sur des territoires qui sont aussi traditionnels, dont la majorité sont des territoires qui n'ont jamais été cédés, des nations Kanien'kehá:ka, Anishinaabeg, Atikamekw, Innu, Mi'kmaq, Wendat, Abénakis, Wolastoqiyik, Cri Innu, Naskapi et Innu. Je souhaite également rappeler que ce territoire a été aussi le lieu d'arrivée de plusieurs personnes soumises au traitement inhumain du système esclavagiste. Reconnaissons que les luttes d'émancipation des communautés autochtones et des communautés racisées sont importantes, que cette reconnaissance-là est importante pour changer les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent nos organisations sociales actuelles, lesquelles continuent de perpétrer de la violence et de l'exclusion. Je nous rappelle à nous demander constamment ce que nous pouvons faire pour être des meilleurs alliés qui sont solidaires et qui sont actives et actifs. Donc, l'intention, en fait, de ce dîner causerie, c'est d'offrir aux militantes féministes et écologiques, mais aussi à toutes les personnes qui désirent un monde plus vert et plus juste, d'insérer, en fait, une perspective féministe intersectionnelle à leurs actions et à leurs réflexions, c'est-à-dire de considérer, en fait, les nombreux systèmes d'oppression qui peuvent affecter la vie des femmes et des personnes non-binaires. Parce qu'on veut, en fait, que cette transition socio-écologique ne laisse personne derrière. Donc, les enjeux environnementaux qu'on connaît actuellement sont une opportunité aussi pour changer nos méthodes d'organisation sociale pour permettre l'émergence d'un monde qui va être plus juste, plus équitable, sensible à la diversité. Ce dîner causerie-là s'insère aussi comme une initiative du Fonds commun de transition énergétique intitulé Semaine d'action zen pour zéro émission nette. Je vais vous glisser un lien dans le chat pour avoir plus d'informations sur cette mobilisation puis sur le Fonds commun. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Gabrielle qui va vous parler un peu du déroulement de notre rencontre aujourd'hui. Merci. Merci Charlotte, puis bienvenue à toutes et tous. Donc, je suis Gabrielle, je suis coordonnatrice du mouvement Mère au front. Donc, je vais co-animer aujourd'hui notre petit dîner causerie avec Charlotte. Donc, pour le déroulement d'aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est que donc on débutera avec une séance d'écoute présentation sur l'air et puis Mère au front pour vous donner un meilleur aperçu de qui on est. Ensuite, on passera à la présentation d'Alexandra Pierre pour une vingtaine de minutes. Puis ensuite, on aura une période de discussion, échange et questions à la toute fin.
Pour ce qui est d'un soutien technique, si jamais vous avez besoin d'aide de Charlotte ou moi ou avez des enjeux techniques, vous pouvez nous écrire dans le clavardage. En tout temps, on va essayer de vous aider. Ensuite, pour ce qui est de l'affichage, je crois que vous avez deux options dans le haut à droite sur votre écran. Donc, vous pourriez voir l'intervenant ou en mode galerie pour voir tous nos beaux visages. C'est à votre choix. Ensuite, pour ce qui est des commentaires et questions, donc on vous encourage à utiliser le clavardage comme à l'habitude pour partager vos commentaires, pour échanger avec les participants, puis même pour vous présenter au début. Comme plusieurs d'entre vous le faites. Merci beaucoup. Et puis, pour ce qui est des questions, vous pouvez poser vos questions au courant de la présentation. Par contre, peut-être pour nous aider à faire le suivi des questions, puis s'assurer qu'on peut bien y adresser pendant ou après le dîner aux causeries, on vous encourage à indiquer clairement que c'est une question dans le clavardage ou de garder votre question pour la toute fin pour qu'on y adresse. Par contre, Alexandra, je crois qu'elle était ouverte à répondre à vos questions pendant sa présentation. Donc, on va essayer, Charlotte et moi, de bien voir dans le chat s'il y a une question qui ressurgit. Ensuite, une dernière mention qui s'applique à tous. Donc, tout au long de la présentation, seuls les commentaires, les questions puis les propos respectueux seront les bienvenus. Donc, on vous remercie à l'avance pour le respect puis l'empathie que vous avez pour l'une et l'autre. Et puis, on n'hésitera pas à retirer de la rencontre virtuelle les personnes qui émettront des commentaires désobligeants. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Puis, je passe la parole à Charlotte ou à Valérie pour la suite. Merci. Ben, en fait, je vais tout de suite passer la parole à Valérie pour qu'elle se présente et qu'elle présente l'air. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Valérie Guilcar-Les-Tourneaux. Je suis l'une des 4 co-coordonnatrices de l'Aire des centres de femmes du Québec. Je suis aussi militante écoféministe et socialiste depuis plusieurs années. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente l'Aire des centres de femmes. L'Aire des centres de femmes, ben, j'ai vu qu'il y avait plusieurs centres de femmes ici, donc bonjour à toutes, c'est le fun de vous voir là. Les centres de femmes qui sont membres de l'Aire adhèrent à une base d'unité politique. Donc, le regroupement des centres de femmes du Québec, c'est un espace d'échange, de concertation qui permet aux centres de femmes de collaborer à la transformation sociale en développant des projets communs. Puis, les centres de femmes sont répartis partout sur le territoire et c'est pour cette raison, parce qu'on croit vraiment dans l'importance de dépasser le capitalisme, de réaliser une société juste et égalitaire, qu'on a décidé de se joindre au Front commun pour la transition énergétique il y a 2 ans maintenant, parce qu'on s'est dit que avec notre base politique, on était capable de soutenir les centres de femmes dans la réalisation d'une transition vers l'écologie plus intéressante, d'une forme d'écologie plus intéressante. Les centres de femmes, par définition, c'est des organismes qui travaillent avec l'éducation populaire et une approche féministe en intervention. Et par conséquent, elles ont déjà des outils pour aider les communautés à devenir plus résilientes, qui est une des qualités importantes dans la transition énergétique. D'autre part, ben, on travaille à la lutte contre les injustices, mais aussi pour l'affirmation des femmes, des personnes non-binaires. Et on a donc plusieurs outils et formations visant l'empowerment. Par conséquent, on a plein d'outils à notre disposition dans les centres de femmes pour soutenir la transition. Je pense aux cuisines collectives, je pense aux jardins communautaires. On est vraiment des espaces autogérés et on peut être des lieux de rassemblement et d'organisation très importants, je pense, pour structurer la transition. En tout cas, je l'espère et je ne suis pas la seule. Là, je parle pour plusieurs personnes, vous comprendrez bien. Je représente 82 centres de femmes. Alors, ben, j'espère qu'on va avoir une discussion fructueuse. Merci.
Merci, Valérie. Je pense qu'on pourrait passer la parole à Mère au front. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jenna Webb, je suis mère de 3 enfants et je suis mère au front à Rosemère, le groupe local de Rosemère, juste au nord de Montréal. Ça, c'est mon rôle bénévole avec Mère au front. Je suis chercheuse spécialiste en les approches écosystémiques de la santé. Je fais mes recherches sur les contaminants chez les peuples autochtones en Amazonie équatorienne et aussi sur les méthodologies à mettre en place pour faire des projets participatifs incluant le sexe et le genre. Je travaille comme directrice de programme chez la communauté de pratique canadienne pour les approches écosystémiques de la santé. J'aimerais commencer en remerciant les organisateurs, originatrices, en fait, Gabrielle, Charlotte et Valérie, et aussi Alexandra Pierre qui va présenter pour nous aujourd'hui ses réflexions super intéressantes. Ça a été vraiment un plaisir à préparer cette dîner causière avec elle. Et aussi de vous remercier aussi toutes et tous d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui qui est cher à moi. On m'a demandé de présenter les Mères au front. Donc, les Mères au front, c'est un nouveau regroupement. On existe depuis 1 an et demi et on va toujours s'en souvenir parce qu'on a lancé la même semaine que le Québec s'est confiné à cause de la COVID en 2020. Et ça a limité un petit peu nos activités ou teinté en tout cas la sorte d'activité qu'on a pu faire depuis le début. On a concentré beaucoup de nos activités sur le plaidoyer. On a un groupe de personnes qui sont ressemblées autour de certains sentiments, notamment l'amour pour nos enfants, l'inquiétude face à l'avenir, surtout en ce qui concerne la crise climatique, et une certaine colère, en fait, envers les personnes qui pourraient prendre des décisions pour changer cette situation qui ne semble pas être à l'auteur de la tâche. Donc, on s'est mis ensemble pour penser comment on pourrait ajouter une autre voie à cette lutte pour améliorer la situation et de mobiliser ces sentiments-là d'amour, d'inquiétude et de colère et créer un nouveau espace pour entendre ces voix-là. Donc, on n'a pas eu l'ambition de remplacer le travail exceptionnel déjà fait par plusieurs groupes, mais de créer un nouveau espace pour entendre ces voix-là. Et dans ce sens-là, on est un groupe inclusif. C'est une des raisons que je suis très, très contente de pouvoir participer à cette dîner causière aujourd'hui. On est un groupe inclusif des différentes origines, langues, le sexe et le genre. On est les mères au fond. Ça ne veut pas dire qu'on est exclusif juste à des mères. On mobilise l'énergie d'amour qui ont les parents et on travaille surtout avec le pouvoir organisationnel et créatif des mères, mais nos activités sont ouvertes à toutes et tous. On a travaillé surtout en ligne à cause des conditions, mais on a fait plusieurs lettres ouvertes dans différents périodiques, la presse, entre autres, où on exprime nos désaccords avec la façon dans laquelle la crise climatique est en train d'être gérée en ce moment. On a aussi envoyé beaucoup de lettres à nos députés. On a 30 groupes locaux à travers le Québec et le Canada et on est un groupe décentralisé. Donc, on mobilise la force de ces mouvements décentralisés-là pour avoir une plus grande envergure. On envoie des lettres à tous les députés en même temps, si on peut. On a organisé des événements comme celle-là pour augmenter les espaces dans lesquels la crise climatique est discutée. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus, vous pouvez aller sur le site web ou contacter une des 30 groupes locaux. On va sûrement mettre dans le chat les différentes façons pour nous contacter. Dans nos groupes locaux, on essaie le plus possible de se réunir et maintenant de plus en plus avec le déconfinement. Et j'aimerais juste terminer avec un mot sur une féministe argentine, Véronique Gago,
qui a écrit un livre récemment que je vous recommande. C'est La puissance féministe ou le désir de tout changer. Et elle parle de ce nouveau mouvement de féminisme en Amérique latine qui a été vraiment puissant, surtout juste avant la pandémie, et le pouvoir de l'Assemblée. Donc, le mouvement féministe a toujours reposé sur le pouvoir des femmes à s'organiser, à se soutenir et la solidarité des femmes. Donc, je suis vraiment contente de participer aujourd'hui. C'est une forme d'assemblée, qu'on soit tout le monde ensemble, presque 120 personnes, c'est vraiment incroyable. Et donc, sur ces paroles-là, je passe à Gabrielle qui va présenter Alexandra. Merci. Merci beaucoup, Jenna. Donc, oui, je laisserai la parole à Alexandra pour faire sa présentation. Puis ensuite, on aura du temps pour discuter puis pour poser vos questions. Bien, merci. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment heureuse d'être ici en cette heure du midi. Mon nom, c'est Alexandra Pierre. Je suis une militante féministe. Je travaille dans les groupes de femmes depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis aussi présidente de la Ligue des droits et libertés, dont la mission, c'est de promouvoir les droits qui sont contenus dans les chartes internationales. On dénonce les violations des droits et on cherche à faire en sorte que les autorités, les gouvernements respectent leurs engagements en matière de droits humains. On a été très actives et actifs pendant la COVID sur plusieurs plans sur la question des droits humains. On est aussi membre du Front commun pour la transition écologique. Et voilà, donc ça, c'est pour la Ligue. Puis je suis aussi nouvellement autrice ou wannabe autrice d'un livre qui s'appelle « Empreinte de résistance, filiation et récits de femmes autochtones, noires et racisées ». Puis la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, qui est plus une réflexion que j'ai eu l'occasion d'avoir avec Alejandra Zaga-Mendez, que j'ai interviewée pour ce livre, interviewée Alejandra, donc dans le cadre de ce livre où est-ce que j'ai interviewé 9 femmes racisées, noires et autochtones sur leurs engagements, sur leur filiation de résistance, on peut dire comme ça. Et avec Alejandra, j'ai eu l'occasion de parler d'écologie, du mouvement écologiste, puis à partir de cette discussion-là, réfléchir à ça de façon tout à fait modeste, là, parce que je ne suis pas même si ces questions-là m'intéressent beaucoup, je ne suis pas une militante écologiste uniquement ou de façon très précise et soutenue. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de m'accompagner dans cette réflexion-là qui part de ce point de départ. Pourquoi les femmes racisées et les femmes autochtones, on les voit peu dans les mouvements écologistes majoritaires? Pourquoi on parle peu d'elles alors que sur ce territoire, comme l'a d'ailleurs mentionné Charlotte au début, elles sont là depuis plusieurs siècles, en fait plus précisément depuis le 17e siècle, et évidemment dans le cas des femmes autochtones, depuis des millénaires puisqu'on est sur leur territoire. Une des premières, donc c'est ça. C'est un peu la question que je me suis posée, puis ça va dans plusieurs sens. Puis je vous invite à m'accompagner dans cette réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme disait Gabrielle. J'y répondrai soit pendant, soit à la fin, puis on pourra avoir une discussion là-dessus. Alors, une des premières hypothèses, c'est souvent qu'on dit que parler d'écologie, de protection de la nature, c'est en quelque sorte un luxe. Trouver les mots justes pour parler de consommation, de décroissance, ça demanderait, selon un certain discours, une certaine vision de s'extraire de son quotidien, de ne pas avoir de problèmes matériels, de pouvoir réfléchir en quelque sorte. Puis, souvent,
on considère que les personnes les plus appauvries, notamment les femmes, sont comme trop préoccupées par leur survie, donc peuvent difficilement penser à la protection de la nature ou développer des initiatives ou des pratiques écologistes innovantes. Alors, dans ma réflexion, notamment en discutant avec Alejandra, on se rend compte que la relation des personnes dites appauvries ou marginalisées à la vie quotidienne, à la nature est en fait quotidienne. Il y a toute une réflexion des mouvements, de la littérature autour de ça, notamment en Amérique latine. Puis j'aimerais citer comme l'économiste qui s'appelle Juan Martinez Allier, qui parle, lui, d'écologie des pauvres et qui démontre assez brillamment, à partir des savoirs des populations autochtones, mais aussi populations paysannes et plus largement, que les populations les plus marginalisées dépendent étroitement de leur environnement immédiat et aussi de l'état des ressources naturelles pour survivre. Pensons notamment aux rôles sociaux et aux activités de nombreuses femmes dans des communautés paysannes autochtones, mais aussi même à nous ici maintenant. Le fait de devoir produire ou trouver de la nourriture, se procurer de l'eau, du bois, prendre soin des enfants malades, prendre soin des enfants, prendre soin des malades, fait en sorte que les ressources naturelles sont importantes puisque c'est là qu'on va aller chercher tous ces éléments-là. Pour Martinez Allier, donc, il fait vraiment la distinction entre une espèce de lutte abstraite qui est en lien avec la valeur esthétique, symbolique et aussi scientifique de la nature. Donc, lui, il parle de l'environnementalisme des riches et les luttes des populations qui défendent leur environnement parce que c'est leur accès à la nourriture, à l'eau, aux médicaments qui en dépend et aussi parce que dans le cas de plusieurs populations, mais là, je parle beaucoup de l'Amérique, dans la Grande Amérique et de l'Amérique du Nord, évidemment, c'est la nature est aussi à la base de leur vision du monde, de leur cosmologie, de leur façon d'envisager l'existence. Par exemple, je citerai un rapport en 2019 de FAC, de Femmes autochtones du Québec, qui avait interviewé, donc dans ce rapport qui parle des changements climatiques, 9 aînées et gardiennes du savoir des 11 nations, de plusieurs des 11 nations au Québec, puis qui disait on voit la dégradation environnementale, ça affecte la chasse, la pêche dans différents endroits de nos territoires. Donc, c'est elle qui disait ça, ces femmes. Notamment dans les routes migratoires des animaux, la disparition de certaines espèces, la mauvaise santé du gibier ou du poisson, l'accès à l'eau potable, comment la cueillette des petits fruits est transformée, des plantes médicinales aussi, puis que ça avait des profondes, elle rapportait dans ce rapport de FAC que vous pouvez trouver sur leur site, que ça avait des répercussions très importantes sur le plan matériel, donc les difficultés à se nourrir, à se soigner, perte de la langue, puisque la langue, ou difficulté de maintenir la langue en tout cas, puisque la langue est intrinsèquement liée à l'état du territoire ou au territoire, et des enjeux aussi au niveau de la spiritualité. Tout ça est lié en fait, dégradation des sites sacrés, difficulté à perpétuer des pratiques rituelles à cause de l'état de l'environnement. Donc, on voit évidemment ces liens-là. Et donc, pour reprendre la réflexion un peu que nous propose Martinez Allier, il disait que même si les femmes ne sont pas dans les groupes, les femmes autochtones, les femmes racisées ne sont pas dans les groupes écologistes, ils pratiquent ce qu'on appelle ce que lui décrit comme de l'écologie d'en bas. Donc, une écologie
qui est lié à leur survie et à leur pratique quotidienne, pas juste leur survie. Ici, ben là, une des grandes figures de ça, c'est évidemment Vandana Shiva, mais ici, il y a aussi Hélène Gabriel, Mélissa Molène-Dupuis, toute la mouvance d'Idle Domer, tout le mouvement Idle Domer qui a eu un ancrage, il y a comme eu une section au Québec où est-ce que elle disait clairement que l'environnement était lié à leurs pratiques quotidiennes, puis les enjeux d'environnement menaçaient finalement le territoire, l'autodétermination des peuples autochtones, etc. Je pense aussi, en tout cas, dans notre discussion plutôt avec Alejandra, on mentionnait aussi la marche des femmes Innu de Magnotenam en 2012, de Magnotenam à Montréal, pour protester contre le plan Nord d'exploitation des ressources du Nord au profit du Québec ou de la nation québécoise. Puis aussi, Alejandra mentionnait les communautés immigrantes. On peut penser il y a plus longtemps aux jardins, aux pratiques de jardinage, par exemple, de certaines communautés italiennes. En ce moment, à Montréal-Nord, il y a toutes sortes de projets autour de corridors verts avec des groupes environnementaux et des groupes en santé, notamment pour combattre les déserts alimentaires et les enjeux en termes d'alimentation. Donc, tout ça, ça fait partie de la mouvance du livelihood ecology, donc l'écologie au jour le jour, l'écologie comme mode de vie, l'écologie au quotidien. Donc, on voit pas, puis vous pourrez contester ou pas cette affirmation, mais on ne voit pas tant les personnes racisées, les personnes autochtones dans les groupes mainstream, mais ils ont évidemment des pratiques qu'on pourrait qualifier d'écologiques dans ce sens-là. Donc, l'hypothèse de dire qu'il ne faut pas être en mode survie pour avoir cette conscience, entre guillemets, écologique, tient pas, ou en tout cas peut être contestée. Donc, quelle explication alors? Je pense qu'une des autres hypothèses, c'est de voir l'histoire du mouvement, l'histoire du mouvement écologique lui-même, ou des mouvements, plutôt des mouvements mainstream. D'abord, la pensée écologiste est apparue dans un contexte, a émergé de façon plus évidente dans le contexte de la révolution industrielle, donc fin du 19e, 1880-1890, les premiers mouvements écologistes, notamment, je ne sais pas si vous connaissez John Muir et compagnie qui ont créé les parcs nationaux. Bien, ça, c'est un bon exemple. L'idée de ces parcs nationaux était d'abord pour s'éloigner de la ville, de ces industries crasseuses, bruyantes, donc contexte de révolution industrielle, où est-ce qu'il y avait un boom économique avec tout ce que ça amenait en termes d'enjeux écologiques. Mais c'était aussi, et c'est clairement c'est assez clair dans ces écrits-là, c'était aussi pour fuir la présence dans les Amériques, la présence, là je parle particulièrement aux États-Unis, mais pour fuir la présence des Noirs qui revendiquaient la liberté, l'égalité des droits, fuir la présence des pauvres qui s'organisaient pour améliorer leurs conditions de vie et fuir la présence des femmes qui cherchaient à occuper l'espace public. Donc, il y a quand même ce maillage-là. Pour des gens comme John Muir, la promiscuité puis la ville étaient comme peu propices à l'épanouissement d'une certaine élite, l'épanouissement, dirons-nous, viril. Donc, on ne pouvait plus vraiment être un homme en ville. Donc, on crée ces parcs nationaux, ces réserves naturelles pour répondre à ces problèmes sociaux-là, entre guillemets. Deux idées sous-tendent un peu ces réflexions. Donc, d'abord, il faut sauvegarder la nature pour elle-même, puis pour que certaines personnes, donc cette élite virile, puissent en jouir, l'admirer.
Puis aussi, il faut protéger la nature des autres qui pourraient la dénaturer et l'endommager. Il y a toute une réflexion sur toute une conception de la nature sauvage, de la nature intouchée. Puis ça inclut de mettre de côté, de faire disparaître en quelque sorte ou d'exclure les nations autochtones, même si pendant des siècles, c'est eux qui ont maintenu l'équilibre de ces écosystèmes et de ces territoires-là. Au Québec, plusieurs parcs ont été construits dans cette perspective-là. On peut penser en 1895 à la montagne Tremblante, qui est devenue maintenant le parc du Mont-Tremblant, ou le parc des Laurentides, qui est la réserve faunique des Laurentides. Forillon, Carillon, Orford aussi ont des implantations un peu similaires, où est-ce que là aussi, il y a eu une certaine mise à l'écart des peuples autochtones, où est-ce qu'on a limité l'usage de leur propre territoire pour faire place à cette nature sauvage. Toute la question de la civiculture aussi, de la gestion des forêts québécoises est un peu dans ce sens-là. Donc, l'idée de pouvoir faire de l'exploitation intensive, mais en même temps de mettre en place des aires de conservation pour la villégiature, pour la valeur esthétique, pour protéger la biodiversité. Donc, on voit que cette exclusion, notamment des femmes racisées et des femmes autochtones, fait un peu partie des mouvements écologiques mainstream, mais ça ne fait pas juste partie de l'histoire. Ça s'est continué, ça se continue encore, notamment sous la forme de la question du racisme environnemental. Donc, quand les Européens, pour faire très court, quand les Européens sont venus, les nations européennes sont venues dans les Amériques, très vite, l'idée, c'était d'exploiter ce territoire-là, de faire en sorte le territoire était vu comme une réserve de ressources à exploiter, puis toute une logique extractiviste s'est donc installée. On le sait, là, il y a eu des modifications substantielles. Il y a un auteur, philosophe, écologiste aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Malcolm Ferdinand, puis qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour une écologie décoloniale ». Et lui, il dit que le défrichage, le réaménagement du territoire, lui, il parle des Caraïbes, mais à un certain point, ça peut aussi s'appliquer au reste de l'Amérique et au Québec, au territoire qu'on appelle Québec aujourd'hui. Il y a eu une révolution biologique à cause de ces changements-là, de défricher, de planter autre chose, etc. Mais aussi, évidemment, une révolution ou en tout cas un changement drastique au niveau des relations des êtres humains à cette terre des Amériques, mais aussi entre eux, puisqu'il fallait bien des humains aussi pour exploiter ce territoire-là. On peut penser à l'exploitation des fourrures, du bois, du minerai, à l'imposition d'une certaine agriculture intensive, à la construction de routes, de ports, de tous les déchets qui ont été rejetés aussi dans l'air, le sol, les cours d'eau tout au long de cette histoire-là. Si on en revient au concept de racisme environnemental, c'est apparu dans les années 80 au sein des communautés noires avec des femmes assez centrales dans ce mouvement-là. Puis, ce qu'il disait, c'est que l'environnement immédiat et les conditions de travail faisaient en sorte que dans ces communautés-là étaient particulièrement exposées aux produits toxiques proches des centrales nucléaires, aux sites d'enfouissement, aux incinérateurs de déchets, aux centrales de charbon, etc., etc. Puis, ils se rendaient aussi compte qu'ils n'avaient pas accès à la nature, ni pour ses aspects esthétiques, ni pour ses aspects comme ludiques, de juste aller se promener en forêt ou d'avoir une rivière peu polluée qui coule à côté de chez soi. Et elles constataient, ces femmes-là, deux choses, que d'abord la précarité économique, deux autres choses, que la précarité économique
Puis la faible capacité d'influencer les politiques publiques les rendait particulièrement vulnérables à ces aléas comme la pollution, les inondations, les séismes, les ouragans, etc. Puis, donc, elle faisait donc un lien étroit entre l'environnement et la justice sociale dans leurs revendications pour des meilleures conditions de vie. C'est comme ce concept de racisme environnemental-là. Il est apparu aux États-Unis dans les années 80, mais vous comprendrez que ça fait longtemps que ces phénomènes existent, là, au-delà de comment on les appelle. Puis il y a plein d'exemples récents ou plus lointains que j'aimerais vous donner pour le Québec et le Canada. Moi, je suis assez fascinée par l'histoire de Africville en Nouvelle-Écosse. Donc, Africville, c'est une communauté noire de Nouvelle-Écosse, des personnes noires mises en esclavage au Canada qui se sont regroupées à Africville, mais aussi des anciens esclaves des États-Unis qui sont venus s'installer dans cette ville-là. Pendant longtemps, Halifax, donc c'est comme un quartier d'Halifax, les a privés d'eau potable, a refusé de leur fournir des services de collecte de déchets, de traitement d'égouts. Et tour à tour, Africville s'est vu imposer un dépotoir, une prison, un hôpital soignant les maladies infectieuses. Puis en 67, puis ça, c'est intéressant en termes de racisme environnemental, puis comment les mouvements écologistes eux-mêmes peuvent contribuer à ça. En 67, on a rasé Africville, on a exproprié en grande partie sans compensation les habitants de cette ville-là pour construire un parc. Donc, pour des raisons écologistes en disant « ce quartier n'a pas de bon sens, c'est dégueulasse, c'est pollué, construisons un parc », mais pour faire ça, on renvoie toutes les personnes qui y habitent, qui sont des personnes noires et des personnes marginalisées. Mais au Québec, on peut aussi penser à l'inondation des terres Atikamekw, Anishinaabe, et Cree à Cree et Inuit, incluant des lieux de sépulture, des secteurs entiers de cueillette, de chasse, de pêche pour construire des barrages hydroélectriques dans la continuité de la modernisation du Québec. Donc, racisme environnemental encore, c'est toujours les mêmes qui sont sacrifiés pour le bien commun. Et qui continuent à subir les conséquences humaines et écologiques de ces choix-là. On peut penser à la carrière Miron, qui a souvent été surnommée la poubelle de Montréal dans le quartier populaire et hautement racisé de Saint-Michel, à Kitigan-Zibi, où est-ce qu'il n'y a pas d'accès à l'eau depuis 1999 à cause d'une contamination à l'uranium. Il y a plein d'exemples. En 2019, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme concernant la gestion et l'élimination écologique des produits et des déchets dangereux a constaté qu'au Canada, encore aujourd'hui, donc en 2019, les peuples autochtones habitent de manière disproportionnée à proximité des sources réelles ou potentielles d'exposition aux substances toxiques. Donc, si on revient à la question de départ d'Alejandra, qui nous a occupés dans notre conversation plutôt, l'absence des femmes racisées et des femmes autochtones au sein des mouvements environnementaux majoritaires est liée à l'existence d'angles morts et à la difficulté de développer des perspectives qui articulent racisme, colonialisme, impérialisme et sexisme pour parler d'environnement. Je conclurai en disant que encore une fois, dans son livre, le martiniquais Malcolm Ferdinand insiste sur le fait que les sociétés humaines, contrairement au discours qu'on peut entendre, n'ont pas toutes les mêmes responsabilités face à la destruction des écosystèmes. En effet, on peut dire que c'est certains êtres humains qui sont politiquement, socialement et culturellement et géographiquement situés qui ont saccagé l'environnement. C'est ces conséquences-là qu'on subit aujourd'hui. Ce n'est pas l'ensemble de l'humanité à part égale qui est responsable de ça. Et c'est important de pouvoir le nommer. C'est important de réaliser que, à mon avis, que
c'est inséparable, ces destructions environnementales-là, et les dynamiques, les relations de pouvoir et d'exploitation entre différents groupes humains, ainsi que dans la relation qu'on peut avoir entre les vivants et les non-vivants. Les inégalités environnementales, en particulier les conséquences des dégradations environnementales, sont donc vécues différemment en fonction de classe sociale, de genre, de racisation, de capacité aussi, dans le sens de situation de handicap. Puis les groupes écologistes et les groupes de femmes, comme Mères au front, comme l'Air des centres de femmes et d'autres, doivent tenir, comme la Ligue, doivent en prendre compte puis prendre ces problèmes-là de front. Pour moi, ça veut dire que systématiquement, puis je vais finir là-dessus, il faut se demander, dans les questions environnementales, quelles sont les dimensions genrées et raciales qu'il faut comprendre. Quand on parle d'enjeux de genre ou d'injustice raciale, est-ce qu'il y a une dimension écologique ou environnementale là, à ces luttes, de creuser ces questions-là de façon un peu systématique? Pour moi, comme faire ce chapitre et faire ce livre en général d'empreintes de résistance, c'était évidemment important parce que, puis mettons si on peut conclure sur quelque chose, ou en tout cas quelque chose qui m'a frappée, c'est que les femmes racisées, les femmes autochtones, les femmes noires ont existé, puis les femmes dont on parle dans ce livre-là, ou les discussions qu'on a eues, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes marginalisées, donc racialisées, qui ont vu, notamment avec la colonisation, la fin de leur monde. Puis là, en ce moment, on parle de ça, d'une fin potentielle du monde tel qu'on le connaît. Sauf qu'il y a déjà des femmes qui ont vécu ça, puis je pense que celles qui ont vécu ou qui sont héritières de ces histoires de colonisation, d'esclavage, de dépossession territoriale, puis qui ont des histoires de résistance, ben on peut s'inspirer de ces réflexions-là parce qu'elles ont, comme je dis, moi, je me considère comme héritière de ces femmes-là qui ont vu leur monde s'écrouler, mais qui ont réussi à en construire d'autres et qui ont su résister. Voilà. Je conclurai comme ça. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. C'est vraiment une présentation qui nous permet de... Bien, je trouve qui amène beaucoup d'éclairage, en fait, sur les dynamiques qui ont eu lieu, mais qui ont lieu encore aujourd'hui. Puis je pense que c'est tellement important de mentionner, justement, comment ces dynamiques-là fonctionnent, mais fonctionnaient et fonctionnent aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait peut-être déjà lancer la discussion avec les personnes qui sont avec nous. Il y a Chantal du RQGE qui mentionnait à Central Park qui a été aussi un modèle de persécution et d'expropriation de quartiers racisés là, pour construire artificiellement le parc. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent peut-être prendre la parole ou poser des questions? C'est vraiment l'idée aussi, c'est de lancer là, la discussion. Fait que vous pouvez lever la petite main sur le Zoom pour pouvoir être entendu. Il y a Chantal, justement, qui a levé sa main. Chantal, bienvenue. Vous pouvez poser votre question. Encore une fois, merci. Moi, je suis cordeau au Réseau québécois des groupes écologistes. Alexandra, j'ai beaucoup apprécié que tu mentionnes souvent mainstream, le mouvement mainstream par rapport à le mouvement grassroots qu'on dit en anglais, là, mais qui est comme groupe de base, groupe militant. Donc, est-ce que, selon toi, il y aurait comme une différence entre le mouvement écologiste et le mouvement environnemental?
Alexandra, est-ce qu'on te Alors, laisse, excusez-moi. Oui, je cherchais mon bouton, hein. Même après un an de pandémie, on est encore rendu là. Ben oui, évidemment, il y a plein de nuances, hein. C'était une présentation de 20 minutes, là. Je pense que notamment, j'ai vu un article que je vais que je vais vous mettre dans le chat là, sur des mouvements plus radicaux écologistes qui ont réfléchi les choses autrement, puis qui partaient de la base, mais peut-être que je me trompe, mais l'hypothèse que je soumets, c'est que ces mouvements de la base, on va les appeler comme ça, avaient des perceptions, des relations différentes à l'environnement. Souvent, les questions sociales étaient plus présentes, mais toute la dimension raciale et genrée était quand même, je ne dirais pas absente, là, mais en tout cas était quand même très peu, de ce que j'ai compris, très peu présente, ou en tout cas très peu intégrée. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a eu des mouvements, notamment écoféministes, assez forts et importants qui peuvent nous inspirer encore aujourd'hui. Mais cette intégration intersectionnelle, on va dire le mot, je ne l'ai pas dit encore, était peu présente. C'est ça. Donc oui, il y a plein de nuances pour répondre ou pas à cette question. Cécile Roy, vous pouvez poser votre question. D'accord, merci. Merci pour la présentation. Moi, la question, quelque chose qui me préoccupe, je suis à la fois impliquée dans Mères au Front et dans un centre de femmes, c'est justement de relier toutes les questions de crise climatique, les actions qu'on doit poser face à l'urgence et la particularité pour les femmes, dont les femmes, comme la présentatrice faisait sur les femmes plus marginalisées. Mais moi, on le trouve très peu dans nos revendications, l'aspect plus par rapport aux femmes. Puis je donnerai des exemples. On rencontre des candidats pour les élections municipales. Mais je me dis, en parallèle avec la pandémie, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'impact pour les femmes, puis des impacts particuliers. Je me dis, bien, la crise climatique, je pense qu'il faut être capable de nommer puis de tenir compte de ça va être quoi l'impact particulier pour les femmes. Il y a plus de femmes dans la pauvreté, plus de femmes locataires, plus de femmes dans des îlots de chaleur, plus de femmes qui risquent par rapport à tout l'impact santé, parce qu'ils sont des proches aidantes, parce que de façon par rapport à toute la charge mentale. Mais je pense que c'est important de les identifier pour être capable d'agir sur ces problématiques-là, pas juste les voir après coup. Fait que moi, ça serait ça mon souhait, qu'on soit capable de, comme mouvement, par rapport au mouvement féministe et mouvement écologique, d'être capable de nommer, puis d'identifier plus que, puis de voir à ce moment-là la contribution des femmes, puis la participation citoyenne, que ce soit pour le développement du transport. Il y a quelque chose de particulier pour les femmes qu'on doit tenir compte. Et on dirait que c'est peu présent dans ce qui nous est présenté, autant au niveau municipal, provincial et compagnie. Hein. Fait que c'est ça que je souhaiterais. Je lance ça comme ça, une bouteille à la mer. Merci. Merci pour votre remarque. J'ajouterais aussi que le groupe femmes, c'était un peu aussi ce sur quoi je voulais insister. Donc, c'est sûr que ce que vous dites sur les positions sociales que peuvent occuper les femmes et les rôles sociaux qu'elles jouent fait en sorte qu'elles sont particulièrement impactées. Mais c'est aussi de dire que le groupe femmes n'est pas un groupe homogène et que les relations ou les dimensions historiques et les relations de pouvoir, notamment sur les questions raciales, les questions de handicap, viennent aussi complexifier le portrait. Maintenant, je prendrai une question qui a été dans le chat. C'est Marlise de la CDC Centre-Sud qui demande, selon vous, quelles sont les meilleures pratiques pour mobiliser les communautés des quartiers centraux à Montréal vers la transition socio-écologique dans une perspective intersectionnelle?
C'est une grande question. Je suis sûre que je vais pouvoir y répondre. En fait, c'est sûr que je ne pourrais pas y répondre, mais je pense que toute la question de la mobilisation est intéressante. Qui mobilise qui, puis à partir de quelle perspective? C'est-à-dire que comme j'espère l'avoir un peu dit dans ma présentation, dans un quartier, par exemple, comme Montréal-Nord, il y a des initiatives. Il y a eu des initiatives, d'ailleurs, pendant la COVID. Là, je pense à l'organisme Woodstock qui a fait un travail de fou là-bas sur la question de la santé, des îlots de chaleur, de la prévention, j'en parlais tout à l'heure, des couloirs verts, notamment en lien avec la sécurité alimentaire. Fait que ces initiatives-là existent. Elles ont peut-être besoin d'appui, d'écho. Fait que je ne sais pas s'il y a besoin de mobiliser que tant de visibiliser, d'appuyer, d'écouter ces perspectives-là. Fait que c'est ça. C'est comme une bonne question que je retournerais un peu. Là. Quand on parle de mobiliser, généralement, c'est certaines personnes qui en mobilisent d'autres, entre guillemets, alors que cette conscience, parce que ça les frappe de plein fouet, puis que ça fait partie de leur quotidien d'avoir trop chaud quand il fait 40 degrés l'été, de ne pas avoir de quoi se nourrir adéquatement, bien, cette conscience-là, elle existe. C'est comment on s'allie à ça, puis comment on soutient ça, plus que comment on mobilise, à mon avis. On pourrait passer la parole à Elsa. Merci. Est-ce que ça marche? Oui. Salut. D'abord, je voudrais te dire merci, Alexandra, d'être remontée dans l'histoire parce que c'est comme si l'espèce de monde capitaliste dans lequel on vit nous condamne à une espèce d'éternel présent, alors qu'en fait, pour réfléchir nos stratégies, c'est vraiment important de comprendre l'histoire de nos luttes, l'histoire de luttes qui ont été invisibilisées, puis aussi l'histoire des territoires sur lesquels on vit, qu'on connaît vraiment très, très peu. Alors, merci vraiment beaucoup d'avoir donné plein des petites pistes, des exemples, tout ça qu'on pourrait aller creuser. Mais moi, ce que je voudrais te poser comme question, c'est que je voudrais te relancer sur ta conclusion. Je n'ai pas fini encore de lire ton livre, et puis il y en a peut-être d'autres parmi nous qui ne l'ont pas encore lu. Et puis, en fait, comme toi, tu as une connaissance très intime de tout le matériel, puis des personnes qui ont parlé pour faire ça. Qu'est-ce qui en ressort pour toi de leur expérience de la fin du monde et puis de comment on peut en apprendre quelque chose pour le présent? C'est comme des vastes questions. Qu'est-ce qui en ressort? La première chose que je pourrais dire, c'est ça, en fait. Moi, en discutant avec elle, avec Alejandra, mais particulièrement avec Alejandra, mais avec l'ensemble des 9 femmes. En fait, j'en ai interviewé 13, puis il en reste 9 dans le livre. C'est ça, c'est qu'on n'arrête pas de parler de fin du monde ou de fin du monde connu, de comment la crise écologique telle qu'on la vit aujourd'hui est une crise sans précédent qui va défaire tous nos repères. Mais moi, le premier constat, c'est que non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas pour diminuer la crise, ni pour la minimiser, ni pour dire on capote pour rien. C'est pas ça. Je pense qu'en effet, il y a une vraie crise. Mais c'est de dire cette crise-là, ce type de crise-là a déjà existé. Puis Malcolm Ferdinand, dans son livre, l'exprime très bien. C'est un changement biologique, environnemental, humain, radical, que notamment dans les Caraïbes, mais pas juste, ici aussi, les peuples qui y vivaient ont vécu, les peuples qui y ont été amenés ont vécu, et que à partir de ces expériences-là, il y a eu un besoin de
réaménager, réinventer, évidemment dans ces rapports de pouvoir-là. Donc, l'espèce de leçon, là, sans être moralisatrice, là, c'est on peut changer radicalement les choses pour le mieux. Il y en a qui l'ont fait, ou en tout cas pour le moins pire. Puis que deux, ces changements-là ne pourront être profonds que si on transforme ces relations de pouvoir et de domination entre les êtres humains et entre les vivants et les non-vivants. Ça ne peut pas être juste une question détachée de l'environnement. Tout ça est imbriqué. C'est clair que dans le livre, à plusieurs reprises, il y a cette thématique de cette imbrication-là qui peut rendre l'échange un peu complexe, mais qui peut rendre la situation un peu complexe, en fait, qui la rend complexe, mais on ne peut juste pas échapper à ces imbrications-là. Puis, tu sais, tant qu'on ne tirera pas ou tant qu'on ne tentera pas de tirer ces fils puis de détricoter tout ça, je pense qu'en tout cas, je ne vois pas comment on pourrait réussir ce défi qui nous attend. Voilà. Oui, je trouve que ça me fait penser justement à toute la perspective décoloniale, ce détricotage tranquillement qu'il faut qu'on fasse. Puis, en fait, il est déjà 1 heure, mais on s'était dit qu'on voulait peut-être rester un petit 5 minutes de plus. Fait que je prendrai la dernière question avant le départ. Donc, France Levert, allez-y. Oups. Oui, bonjour, merci. Merci infiniment, Alexandra, pour la présentation. Le cas de la Nouvelle-Écosse, ça m'a rappelé que j'en ai eu connaissance à travers la littérature, puisque ça a été traité dans un livre écrit par un Afro-Canadien, traduit en français par Aminata, mais en anglais, c'est The Book of Negroes, et ça parle vraiment de ce cas-là. Ça m'a frappé énormément. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas que ça s'est passé ici. Moi, ce que je voulais mentionner, par ailleurs, par rapport au commentaire de Cécile Roy, en fait, moi, je suis du réseau des femmes en environnement, puis aussi sur le CA du Réseau québécois des groupes écologistes, c'est que la question du genre et changement climatique, on a travaillé tout un dossier depuis plusieurs années avec le RQGE, avec Relais Femmes aussi. Donc, il y a de la documentation qui existe. Il faut juste aller voir sur le site du réseau. Il y a de la possibilité d'avoir des ateliers. Tout ça, ça peut être utile. Puis on essaie de continuer à approfondir ça, puisque c'est sûr que ce soit en transport, que ce soit en aménagement, et à d'autres niveaux, il y a des enjeux genrés, il y a des enjeux qui touchent les populations vulnérables. Et c'est vraiment pas assez visible. Il y a encore un énorme travail à faire par rapport à ça. Et puis, peut-être ma question, ce serait qu'est-ce que tu verrais, par exemple, dans toute la démarche qui se fait par rapport à la crise écologique climatique qui pourrait être fait pour mettre peut-être mieux en évidence, à part des événements comme maintenant, toutes ces questions-là. C'est une question super générale, mais est-ce que tu vois une action plus précise qui pourrait... Il y a beaucoup de choses qui se font avec Mères au front ici, peut-être s'impliquer là-dedans, là, mais quelque chose qui pourrait frapper l'imagination. C'est une autre grande question. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre de façon super précise, je pense. Je pense que c'est ça. Il y a plein de choses qui se font, il y a plein de choses à faire. Pour moi, la question des alliances est quand même assez importante. Donc, alliances comme dans, on part de perspectives, points de vue peut-être assurément différents parce que nos positions sont différentes. Et on essaie de travailler ensemble. Pour moi, c'est ça, toute cette question des alliances du plurivers à comparer à la question de l'univers, donc de plusieurs univers qui se rencontrent sans nécessairement essayer de
de prendre le dessus sur un ou l'autre de ces univers-là. Donc, la vraie question des alliances, ça me parle beaucoup, là, comment travailler ça. C'est clair que quand on parle de la crise écologique, la perspective des communautés qui sont près de l'eau, des communautés autochtones, des communautés noires de Montréal-Nord, pour reprendre les mêmes exemples, ne sont pas les mêmes perspectives, ne partent pas du même point. Donc, de pouvoir respecter ça tout en travaillant ensemble, pour moi, ça me semble être aussi un enjeu assez crucial. Puis, c'est ça, de continuer à s'éduquer, à dialoguer, à parler, à se connaître. Je pense que c'est ça. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, notamment de l'histoire. Elsa le disait. Moi, je trouve ça fascinant. On creuse un peu, puis on se rend compte de l'histoire. Puis l'idée, ce n'est pas de ressasser l'histoire pour ressasser l'histoire, c'est que il y a des choses qu'on a déjà faites qui n'ont pas marché. Il y a des choses qu'on a oubliées, qu'on devrait se rappeler pour pouvoir faire avancer cette idée de cette imbrication, là, que les enjeux écologistes sont aussi des enjeux féministes, sont aussi des enjeux de justice raciale, sont aussi des enjeux de classe. Oui, de justice sociale. Merci beaucoup encore. Merci. Merci beaucoup à tous et toutes d'être là. Je pense que c'était plus des toutes. Merci vraiment pour vos questions, puis pour l'invitation surtout. Bien, merci beaucoup, Alexandra. Je pense que ça a vraiment été apprécié. On a plein de beaux commentaires dans le chat, fait que merci. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire puis beaucoup de travail à faire pour faire du pouce réel et concret sur ces enjeux-là, mais je pense que c'est déjà une belle chose de partir la discussion dans le cadre de ce webinaire-là, puis dans d'autres milieux, je l'espère. Je ne sais pas si, Gabrielle, tu voulais aussi dire un petit mot. J'ai vu tantôt que tu avais levé la main avant qu'on se quitte. Oui, ben je ne retiendrai pas les gens plus longtemps, mais je voulais aussi remercier Alexandra, Charlotte aussi, l'air des Centres des femmes, puis toutes les personnes qui étaient avec nous aujourd'hui. Je pense que c'est ça la richesse aussi des échanges. C'est une longue aventure et non juste un événement. Donc, on espère peut-être pouvoir refaire ça d'une autre forme, peut-être plus fréquemment. À voir si ça vous intéresse. Vous pouvez nous écrire à soit Charlotte ou à moi. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci, bonne fin de journée. Ouais. Est-ce qu'on reste quelques moments, Charlotte? Oui, je sais pas si ça vous dit, mais je pense que ça serait le fun que oui. Oui, on peut fermer l'enregistrement aussi.